Nous vous proposons ce soir de suivre pendant quelques instants les pas d'un grand soldat dont le nom est étroitement lié à celui d'un haut lieu voisin de ce château, Loigny-la-Bataille. C'est devant ce village, en effet, que s'illustra au siècle dernier le général Louis-Gaston de Sonis, parrain du quartier dans lequel est cantonné le 28e régiment de transmission au centre d'Orléans. Le 8e régiment de chasseurs, premier occupant de la caserne en 1919, la baptisa de ce nom en hommage à celui qui servit dans ses rangs en 1846-1847. Homme d'exception, de Sonis le fut à plus d'un titre, unissant dans un même dévouement le service de Dieu et celui de la France. C'était un capitaine autant qu'un héros et un saint, nous dit à son sujet l'un de ses contemporains. De Sonis, c'est bien sûr le soldat, dont la carrière commence à Saint-Cyr en 1844, se poursuit à Saumur au sein de l'école de cavalerie et le conduit ensuite en Algérie, en Italie et sur les champs de bataille de la guerre de 1870. Militaire jusqu'au fond de l'âme, De Sonis reçut, de la part de tous ses chefs, des éloges constantes que ce propos du général de Gallifet résume parfaitement. Je ne connais pas d'officier supérieur au général de Sonis. C'est un vrai militaire. Personne ne sait mieux que lui, est très bien commandé et parfaitement obéi. De Sonis, c'est encore l'Africain, aux 16 années passées en Algérie. Sa vie n'y fut pas facile, rythmée par de fréquents changements de garnison et par de nombreuses expéditions contre les tribus insoumises. Soucieux de remplir au mieux sa mission civilisatrice, il apprend l'arabe, veille sur la population et châtie sans faiblesse. Aussi, peut-on lire ces témoignages de l'un de ces anciens soldats indigènes. C'était un homme juste dans ses actions, ses paroles et son commandement. C'était un valeureux guerrier. Aussi, nous l'avons servi avec fidélité, comme étant un digne représentant de la France. De Sonis, c'est aussi le chef soucieux de ces hommes, qui prêche par l'exemple, apaise les âmes tourmentées et assiste les mourants après le combat. Le chef qui entraîne quand les soldats hésitent, qui veille quand les autres dorment, qui partage la rude existence de sa troupe dans ses moindres détails et ne s'accorde un répit qu'après être sûr d'avoir installé tout son monde. De Sonis, c'est encore l'époux et le père modèle. Il s'unit en 1849 à mademoiselle Anaïs Roger, fille d'un notaire de Castres, qu'il avait remarqué à une fenêtre lors de son arrivée dans la garnison. De ce mariage naquirent 12 enfants, dont 2 moururent en bas âge. De Sonis consentit les plus grands sacrifices pour leur donner la meilleure éducation et pour en faire les chrétiens qu'il souhaitait. Car De Sonis, c'est enfin et surtout le saint, l'âme éprise de perfection, le fidèle serviteur dont la cause de béatification est introduite à Rome. C'est le Miles Christi, le soldat du Christ, comme en témoigne la belle inscription portée sur sa tombe. Dieu seul peut remplir le cœur de l'homme, écrit-il à un ami en 1863. Et encore ceci, peu de temps avant sa mort, je ne me sais pas d'autre vocation que celle d'aimer Dieu. Jamais il ne fit la moindre concession dans ce domaine, fût-ce au préjudice de sa carrière, ce que soulignait l'un de ses chefs en lui disant « Vous n'êtes pas de votre temps ». Et le général de Charette, qui fut aussi blessé à Loigny, affirmait « Impossible de passer un quart d'heure avec le général de Sonis sans sortir d'auprès de lui plus soldat et plus chrétien ». De Sonis, c'est donc le héros qui reçut au soir de Loigny sa douloureuse couronne. La guerre de 1870 n'a suscité qu'un héros dans nos rangs, c'est le général de Sonis, déclarait dans ses mémoires le général Trochu. Beau témoignage rendu à celui qui, sur cette terre beauceronne, offrit le sacrifice de sa vie pour le bien de l'armée. « 1870, sombre jour de la guerre.
Partout l'ennemi avance. Paris est assiégé. Nos armées battent en retraite. De Sonis est rentré d'Algérie et a été affecté à l'armée de la Loire, aux ordres du général Dorel de Paladine. Général de brigade le 20 octobre. Général de division un mois plus tard. Il prend, après diverses péripéties, le commandement du 17e corps d'armée qui opère dans la région de Châteaudun. Troupe hétéroclite au sein de laquelle se distinguent les volontaires de l'Ouest, anciens zouaves pontificaux, commandés par le colonel de Charette. À la tête de ces hommes, le général de Sonis remporte un succès à Brou le 25 novembre. Puis son chef le place en soutien du 16e corps du général Chanzy, aux prises avec les Prussiens aux alentours de Loigny. Au soir du 1er décembre, le général de Sonis arrive à Saint-Péravy-la-Colombe. On installe le bivouac. La nuit est courte. Chacun sent que le sacrifice est proche. À 3 heures du matin, de Sonis assiste à la messe en compagnie du colonel de Charette, car toujours la foi chez lui rejoint l'action. Il est temps de partir maintenant. Et dans la nuit froide, les troupes se mettent en marche vers le nord. Au matin du 2 décembre, le 16e corps du général Chanzy est engagé contre l'ennemi. La situation se détériore d'heure en heure et de Sonis est amené à intervenir avec les troupes dont il dispose. Mais la majorité des combattants sont trop peu aguerris. La panique s'étend, il faut réagir. De Sonis regroupe autour de lui les meilleurs de ses éléments. Zouaves pontificaux, francs-tireurs, mobiles des côtes du Nord, 800 hommes en tout, qui s'élancent en une charge fougueuse sur le bois bourgeon situé en avant de Loigny. Fait unique dans l'histoire, cette poignée de braves s'avance précédée d'une bannière frappée du Sacré-Cœur et portant cette inscription « Cœur de Jésus, sauvez la France ». Ainsi l'avait voulu le général de Sonis. Les Prussiens sont 4 fois plus nombreux, mais ils ne peuvent contenir cet élan désespéré. La petite phalange lutte sans faiblir, se sacrifie pour sauver le reste de l'armée, électrisée par l'exemple de son chef. Les 300 zouaves qui partirent à l'assaut, un petit tiers seulement, sortis vivants de la fournaise. La jambe brisée en 14 fragments, de Sonis est tombé au premier rang, tout comme le colonel de Charette. Il passera toute la nuit sur le champ de bataille par 20 degrés au-dessous de zéro, priant et offrant ses souffrances à Dieu pour le salut de la patrie. Relevé au matin, il est amputé au tiers supérieur de la cuisse et entre dès lors dans une longue phase de convalescence. Malgré son infirmité, avec une énergie indomptable, le général de Sonis continuera à servir la France jusqu'à l'épuisement de ses forces, c'est-à-dire jusqu'à sa mort, survenue à Paris le 15 août 1887. Ainsi, le sacrifice était consommé. Les noms de Sonis et de Loigny sont désormais associés en un symbole de patriotisme, d'abnégation, de bravoure et de foi. La charge de Loigny aura sa place marquée dans nos fastes militaires, déclarait le rapporteur de la commission d'enquête sur le désastre de 1870. Figure centrale de ce fait d'armes glorieux, le général de Sonis reste un homme hors du commun. Soldat valeureux, chrétien d'élite, fidèle serviteur de Dieu et de la France, ne méritait-il pas l'hommage qu'au soir de sa vie lui décernait l'un de ses pairs? Général, vous êtes l'honneur de l'armée.